Chers camarades, nous allons donc démarrer la première séquence. Il y en aura plein d'autres. Je crois que globalement, les expressions des textes d'orientation, c'est entre 5 et 6 heures pendant les 3 jours du congrès. Mais la première séquence va avoir lieu maintenant. Elle va durer 1h15. Et donc vont s'exprimer les représentants des 3 TO. Nous allons à chaque fois appeler les orateurs, leur donner leur temps, puisque chacun a son temps. Et évidemment, si un certain nombre d'orateurs de TO dépassent leur temps, eh bien, ils mangeront sur leurs propres copains ou copines qui doivent s'exprimer après. Donc l'idée, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans 1h15, c'est terminé, puisqu'ensuite, vous le savez, on est attendu à la mairie de Nancy pour aller boire un verre avec les élus de Meurthe-et-Moselle et le maire de Nancy. Donc nous allons tout de suite commencer en appelant Laurence Dufaux pour le TOA pour 4 minutes et Adrien Madec pour le TOB et Maryse Flores se préparent. Mes camarades, bonjour. Le dire est devenu malheureusement une banalité 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'extrême droite et les autocrates nationalistes gagnent du terrain de l'Est à l'Ouest, de la Russie aux États-Unis. La montée de l'extrême droite n'épargne plus aucun territoire de notre pays, y compris la Bretagne d'où je viens, même si nous sommes la région où l'extrême droite fait encore son plus bas score lors des dernières élections, et ne dépasse pas les 10% à Rennes, ville dirigée par notre camarade Nathalie Appéré. L'extrême droite avance masquée sous ses habits républicains, mais ses nervis sont de plus en plus actifs sur nos territoires, dans le monde étudiant, dans des groupuscules qui défilent masqués dans nos villes. L'extrême droite s'attaque aux politiques de solidarité et de protection de l'enfance, dont celle de prise en charge des mineurs non accompagnés, en faisant pression, par exemple, sur des villes qui les accueillent et évidemment nos départements. Elle s'attaque aux journalistes en les menaçant de mort, comme nous l'avons connu en Centre-Ouest Bretagne. Elle s'attaque à la culture, comme par exemple en manifestant pour faire interdire des spectacles de drag queens à destination des enfants. L'extrême droite a bien compris que les réseaux sociaux et les médias sont des vecteurs puissants de diffusion de leur idéologie via les fake news et vérités alternatives. D'où l'urgence de la mise en œuvre de la réglementation européenne sur les services numériques qu'Ursula von der Leyen traîne à appliquer. D'où l'urgence d'une loi antitrust sur la concentration des médias et garantissant réellement l'indépendance des rédactions. Une proposition de loi en ce sens a été portée au Sénat par Sylvie Robert et adoptée, mais vidée pour partie par la droite. Et pendant ce temps, la Macronie, affaiblie, mais toujours en place, reprend le narratif de l'extrême droite et l'alimente en s'attaquant aux services publics, aux droits sociaux, à l'esprit de notre Constitution et ignore l'urgence climatique. Les Républicains, quant à eux, ont déjà franchi le rivage bleu marine. Alors, mes camarades, nous devons incarner la gauche de la radicalité et du réel. Cette gauche du socialisme écologique que nous mettons en œuvre sur les territoires où nous sommes en responsabilité, dans le cadre d'alliances avec nos partenaires naturels. Mais agir sur les territoires ne suffit plus. Résister à l'Assemblée nationale et au Sénat ne suffit plus. Il faut que la gauche et les écologistes incarnent une alternative crédible et désirable pour 2027. Le cap tracé par Olivier Faure est clair. Seuls, nous ne gagnerons pas, ni nous, ni les autres. L'hégémonie du Parti socialiste à gauche n'existe plus et n'existera pas d'ici 2027, si tant est que cela soit souhaitable. Il faut sortir de ce discours non ancré dans la réalité politique. Il nous faut porter l'espoir qui remobilisera les électeurs et les électrices et les abstentionnistes. Cet espoir, c'est le rassemblement de Ruffin à Glucksmann, via une plateforme programmatique à engager dès juillet. Et si d'autres veulent venir, tant mieux.
Cet espoir, nous pouvons l'incarner et le faire monter dans le pays dès les municipales de 2026 par un rassemblement dès le premier tour. Mes camarades, au cours de ce 81e congrès, il s'agit de se montrer digne de ceux et celles qui ont bâti notre parti au globe. Il s'agit de se montrer digne de ceux et celles qui désespèrent que leur vie change. Mes camarades, oui, nous le pouvons. Merci à vous. Merci beaucoup Adrien Madec pour le TOB. Maryse Flores se prépare, ainsi que Stéphane Troussel. Chers camarades, alors, on nous dit qu'il faut partir à la recherche de la radicalité. Eh bien, allez-y, prenez vos bâtons de pèlerin, prenez même vos GPS. Il paraît que c'est à la mode en ce moment. Partez à la chasse de la radicalité, donc, mais ne partez pas trop loin. Ne partez pas trop loin, car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans ce congrès, nous avons mis en débat une idée qui va à la racine des choses, la démarchandisation. Cette idée, elle est simple. Vous pouvez la retrouver sur le site du Nouveau Populaire et c'est gratuit. Alors on nous dit, c'est un peu dur à prononcer. Mes chers camarades, ce n'est pas un problème de diction, c'est un problème d'addiction. Nous sommes tous des drogués du marché. Et cette idée, simple, démarchandiser nos vies, doit être le cœur de notre projet. Démarchandiser, c'est rompre avec le tout marché. Et ce mot vient d'un ras-le-bol, d'un écœurement, devant un système de prédation, devant les scandales qui s'accumulent, l'eau minérale naturelle qui n'en est pas, les bébés qui sont maltraités, les vieux dans les EHPAD qui sont rationalisés. Tout a un prix, tout est à vendre, il n'y a plus de limite. Même notre sommeil. Le PDG de Netflix qui nous dit que son principal concurrent, maintenant, c'est le sommeil. Voilà où nous en sommes. Alors, la démarchandisation, c'est une réponse simple. C'est la réponse socialiste au pillage organisé de nos vies. Et c'est aussi des combats concrets. C'est sortir la petite enfance du marché. C'est démarchandiser l'éducation. C'est délivrer la vieillesse de l'exploitation. C'est lutter contre les terres agricoles. C'est reprendre en main nos industries et nos infrastructures critiques. C'est libérer nos imaginaires de la publicité. Vous le voyez, ce sont des combats concrets qui permettent de parler aux Français. Vous avez compris, à l'heure où des consultations sont lancées pour le projet, le TOB, et nous appelons à ce qu'il se construise autour d'une idée simple, d'une idée forte, pour que ces consultations s'articulent autour d'un projet qui puisse parler aux Français. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Adrien, et merci aux deux premières intervenants d'avoir strictement respecté leur temps de parole. On appelle donc Maryse Flores avant d'entendre Stéphane Troussel et Fanny Pidou. Mes camarades, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver ici, à Nancy, dans cette belle ville, et par ce beau soleil qui ne me change pas vraiment de mon département des Ardennes, puisqu'il est fait très chaud également. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un thème très douloureux et d'un thème qui nous gangrène, qui est celui de la violence. Je prends la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la violence comme étant l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres qui entraînent ou risquent fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, etc. Eh bien, il me semble que la meilleure façon d'illustrer ce thème aujourd'hui avec vous,
en vous parlant avec mon cœur, c'est de vous parler de ce qui se passe sur le terrain. Je vais donc vous parler de ma fédération des Ardennes. Merci. Quand en 2021, je représentais le Parti socialiste sur une liste et que moi et mes camarades, dont notre camarade qui est d'origine ardennaise, Laurent Baumel, nous accompagnait, ainsi que Michael Weber, qui était à l'époque conseiller régional et qui est maintenant sénateur, on nous a refusé l'accès de la fédération. Nous nous sommes retrouvés sur le trottoir et nous avons été obligés de trouver un autre point de chute. Voilà ici une représentation de la violence. Quand en 2023, lors du vote du Congrès de Marseille, mon camarade, mon vieux camarade et ami Gérard Fuchs, député européen, ancien député européen, ancien député, ancien secrétaire général, ancien créateur de la Fondation Jean Jaurès, s'est vu attrapé au collet dans une section et mettre dehors. Ça, c'est la violence qui s'exprime. Et c'est la réalité du terrain. Quand le 5 juin dernier, dans ma fédération au bureau de vote, j'ai été agressée par un camarade qui, levant le poing, m'a menacée et a collé son corps au mien pour me pousser dehors, ça c'est de la violence. Et je vous assure, mes camarades, que j'ai pensé à toutes les femmes qui étaient violées et je n'ose pas imaginer ce qu'elles peuvent ressentir. Ça c'est de la violence, mes camarades. Et lorsque, le lendemain, un congrès fédéral réunissait 9 militants et que la police était devant la fédération pour me protéger au cas où, il m'a été refusé la candidature d'un membre de notre TOC comme membre de la commission de contrôle. Ça aussi, c'est de la violence, mes camarades. C'est quoi le Parti socialiste? Le point levé. Pourquoi, mes camarades? Le point levé, non pour le combat, mais pour le courage. La rose, mes camarades, pas pour piquer avec ses épines, mais une rose bienveillante, une rose qui échange, une rose qui écoute, une rose qui fait vivre, une rose qui redonne de l'espoir aux militantes, aux militants, aux Français, aux Françaises, à ceux qui sont le plus fragiles, mes camarades. Et si Olivier veut nous rassembler aujourd'hui, il faut, mes camarades, qu'il protège, qu'il nous protège tous. Merci beaucoup, vous avez... Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a dépassé là de 1 minute 30 qui sera donc déduit des autres intervenants. En attendant... Stéphane Troussel vient pour 4 minutes et demie pour le TOA, se prépare Fanny Pidou pour 2 minutes 40 pour le TOB et Alexandre Menucci pour 5 minutes pour le TOC. Chers amis, chers camarades, au moment où débute notre congrès aujourd'hui, ici à Nancy, comment ne pas éprouver la gravité du moment et le sentiment d'urgence? La gravité du moment, elle nous est rappelée depuis quelques heures encore avec les frappes israéliennes sur l'Iran et les incertitudes, les risques qu'elles font peser sur cette région et sur les équilibres du monde, avec toutes les conséquences possibles et que nous sommes bien incapables encore à cet instant de déterminer. Le sentiment d'urgence, il est pour l'Europe, il est pour la France, il est pour la démocratie, il est pour nous. Il est pour les nôtres, celles et ceux que nous prétendons défendre face aux dangers, aux menaces que fait peser la marche de l'extrême droite vers le pouvoir. Alors, je veux insister
Oui, insister sur une nécessité pour les socialistes. Au moment où nous célébrons ici les 120 ans du Congrès du Globe, c'est bien sûr, oui, cette nécessité de notre unité. Oui, de notre unité. Parce que, alors bien sûr, il ne s'agit pas d'évoquer une unité de façade, ni d'en faire un slogan creux. Il s'agit de dire aujourd'hui pourquoi notre unité, elle est vitale. Pourquoi dans le moment que nous traversons, que la gauche traverse, que le pays traverse, cette unité des socialistes, elle est capitale. Oui, l'unité est une nécessité parce que la lucidité nous la commande. La lucidité sur ce que nous sommes, sur ce que nous incarnons, la lucidité sur ce que représentent de manière générale les formations politiques aujourd'hui dans notre pays. Il nous faut mesurer et le dire et le faire lucidement, modestement, le fossé abyssal qui s'est creusé entre un monde politique et le reste du pays. Or, quel visage offrons-nous à nos concitoyens avec parfois nos petites phrases, nos luttes micro-collines, quand par hasard ils en ont l'écho, de petites disputes dans un petit milieu politique, des affrontements hors sol dans un univers d'entre-soi, de gens, disons-le lucidement là aussi, qui se ressemblent de plus en plus et qui n'intéressent qu'une poignée de journalistes politiques que nous sommes bien contents d'intéresser à nos débats. Ce discrédit ne touche évidemment pas que les socialistes. On a beaucoup avancé ces derniers jours, ces dernières semaines, le chiffre des 40 000 militants socialistes pour souligner, selon certains, notre affaiblissement. Mais rappelez-vous, il y a quelques jours encore, dans ces conditions, ce qu'il faudrait dire des 10 000 seulement votants qui ont désigné le chef du parti encore présidentiel. C'est bien ce constat d'une assise extrêmement fragile, étroite des partis politiques que nous devons garder à l'esprit si nous ne voulons pas que nos divisions confinent au ridicule ou au ridiculement dérisoire. Et j'irai plus loin. L'unité n'est pas seulement une nécessité, elle est la condition de notre survie. En toute franchise, est-ce que nous donnons cher à la peau de notre parti socialiste s'il est désuni, fracturé, miné de l'intérieur? Sommes-nous prêts à tout perdre alors que nous avons repris quelques couleurs, retrouvé une centralité à gauche, alors que nous sommes arrivés en tête à gauche des dernières élections européennes et que nous allons affronter dans quelques mois une élection, une échéance locale absolument décisive, que nous savons décisive pour notre implantation et qui fait notre singularité, notre force à l'intérieur de la gauche. Alors pourquoi se courir ce risque? Pour quelles raisons? Au fond, camarades, tout bien pesé, quelles seraient les causes profondes de nos dissensions? Sommes-nous écartelés entre des grands courants idéologiques, pris dans une bataille de doctrine, comme jadis avec les débats autour de la dictature du prolétariat ou de la démocratie, de la révolution et du réformisme, du plan ou du marché? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de fracture théorique entre nous. Nous partageons les mêmes constats actuels autour des ravages d'un libéralisme financier débridé, mondialisé, et nous sommes tous convaincus de la nécessité de réarmer la puissance publique, de lutter à la racine et donc de manière radicale mais crédible contre les inégalités, d'œuvrer pour un socialisme écologique. Et même, disons-le, même sur la stratégie, plus personne ne conteste la nécessité de rassembler la gauche. Et tout le monde sait la confrontation inéluctable avec Jean-Luc Mélenchon qui ne permet pas à la gauche d'affronter l'extrême droite et surtout pas de ne pas battre l'extrême droite. Alors, il n'y a pas d'un côté les purs et de l'autre les impurs. D'un côté la gauche qui se compromettrait avec la radicalité et de l'autre celle qui trahirait avec la crédibilité. Non, il y a une famille politique, les socialistes, famille politique qui doit affirmer son unité, sa solidarité pour redevenir le moteur de la gauche et plus précisément le moteur de l'union de la gauche. L'histoire nous enseigne que lorsque les socialistes avancent unis, ils deviennent cette force d'entraînement pour toute la gauche. Et que les choses soient claires, l'union de la gauche, ce n'est pas seulement une nécessité électorale, ça détermine aussi la nature, le contenu des politiques, notamment publiques, que nous menons. Stéphane. Mais je termine, l'unité des socialistes, ça ne doit pas être un raisonnement ou un calcul électoral. C'est un préalable.
Oui, c'est un préalable pour se concentrer sur le travail de fond, le travail idéologique. Dans son discours, un autre 13 juin à Épinay-sur-Seine, Mitterrand posait la question « Qu'allons-nous faire de notre unité ? Oui, qu'allons-nous faire de l'unité ?» Et il répondait « D'abord exister, exister tout simplement physiquement. » Mais il ajoutait, en insistant « Il faut aussi que nous existions intellectuellement, par un plus riche apport théorique. » Alors c'est maintenant, oui c'est maintenant, c'est en menant ce travail idéologique, en menant la bataille des idées, que nous retrouverons notre vocation majoritaire, que nous répondrons aux aspirations des catégories populaires, non pas pour elles-mêmes, mais même comme condition pour parler au pays tout entier et pour convaincre que le projet des droites réactionnaires, c'est une fuite en avant sans issue, celle d'une société fracturée qui sépare, qui jette les individus les uns contre les autres. Merci à vous. Merci. Merci Stéphane. On rappelle que c'est important de tenir les timings des prises de parole. On appelle Fanny Pidou pour 2 minutes 40. Et ensuite se prépare Alexandre Menucci et Dienaba Diop. Mes chers camarades, quel plaisir de vous retrouver après 2 mois de débat. Quelle chance d'être dans un parti où on nous offre 2 mois de débat et vote et de pouvoir voter sereinement sur des idées et une organisation. Durant ces débats, Boris Vallaud a partagé des expériences de vie qu'il a évoquées dans son livre Permanence. En le lisant, je me suis dit que ça n'avait pas beaucoup d'écart avec ce que j'entendais dans mon activité professionnelle. Dans le bureau de la DRH, mon bureau. Loin des caricatures, je reçois des personnes, des parcours de vie, des vies en miettes à reconstruire, parce que le travail, son organisation, abîme, use, casse et brise. Il y a ce bout de femme de mon âge, qui a déjà le double de mon expérience professionnelle. 7 ans à la blanchisserie du CHU, puis dans la logistique à tirer nos repas. Elle dort dans sa voiture car épuisée. Son rêve, devenir animatrice dans un EHPAD. Peut-elle encore faire 27 ans? Il y a ces soignants qui, durant le Covid, pleuraient car leur enfant était mis à l'écart. Ils me disaient « Je peux tout supporter au travail, mais je changerai de boulot pour protéger mes enfants. » Il y a eu ce jour où je me suis retrouvée au commissariat pour la plainte contre un mari violent qui venait au travail et la mutation d'office que j'ai dû faire pour la salariée. Il y a ces femmes et ces hommes avec qui j'ai tant partagé, tant ri, tant souri, avec qui je partage désormais une boîte de mouchoirs. Désormais, ils me demandent « Fanny, licencie-moi ». Ça me brise le cœur, parce que le travail peut produire cela. Un jour, vous n'avez plus la force. La cause est juste. Les collègues sont présents, mais la désorganisation, la fatigue, les injonctions, tout cela est un fléau. Nos travaux ce week-end doivent n'avoir qu'une seule obsession, les travailleurs, la défense de celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. C'est ce combat qui doit être le nôtre, pas les petites phrases. C'est remettre au cœur les travailleurs. Pas un seul socialiste doit manquer au combat. Et on doit tous être présents et nous devons... Si nous croyons en l'émancipation par le travail, il ne doit pas aliéner. Concentrons dans ce congrès nos attaques à ce système qui opprime et concentrons-nous sur notre rassemblement pour ne pas manquer au poste de travail. Merci Fanny, surtout d'avoir été la seule à respecter le temps de parole. Vient sur scène Alexandre Menucci pour 5 minutes pour le TOC, se prépare Dienaba Diop pour 3 minutes pour le TOA et Thierry Coulombelle pour le TOB, 2 minutes 40. Bien, mes chers camarades, chacun l'a dit à l'envi depuis le début de ce congrès. Il s'inscrit dans un contexte international et national d'une extrême gravité. Et les événements de cette nuit ne le démentent pas. Et ce contexte impose le rassemblement des socialistes pour affronter les défis du temps et les échéances à venir, dans un esprit de responsabilité. Les échéances à venir, chacun les connaît. Ce sont évidemment les municipales. Ce sont évidemment les stratégies à adopter au Parlement face aux défis qui sont devant nous. Que ce soit relever la France de son déficit budgétaire ou trouver une issue
au conclave des retraites. Et comment trouver cette voie de rassemblement? C'est la question qui nous est posée dans le cadre de ce congrès, alors que les militants, il faut le rappeler, n'ont pas clairement donné une majorité à une ligne stratégique plutôt qu'à une autre. Et si nous voulons trouver le rassemblement, il existe une méthode, elle est connue, elle est éprouvée, c'est celle de tous les congrès du Parti socialiste qui ont existé depuis toujours, c'est celle de la synthèse. De la synthèse qui a jalonné tant de congrès. C'est l'accord politique conclu entre les différentes sensibilités du parti, visant à former une position commune de rassemblement des socialistes. Comment parvenir à cette synthèse? D'abord, en ne disant pas, lorsqu'on a fait 42% des voix, que nous sommes majoritaires, que les autres n'ont pas leur mot à dire, qu'une ligne stratégique a été tranchée et qu'il faudrait la suivre sans discuter. Ensuite, le dire cela est une manière habile de contourner le problème. Dire cela est une manière à droite, tactique, de ne pas vouloir la synthèse. Les 58% du Parti socialiste qui ont voté contre la direction sortante ont des choses à dire, ont des choses à faire valoir dans le cadre d'un accord de synthèse et ils le feront valoir dans le cadre de la commission des résolutions. Alors comment parvenir à cette synthèse? Par l'effort constant de compromis, de dialogue, de concessions réciproques, celui qui manque tant à notre Parlement aujourd'hui. Comment parvenir à cette synthèse? En s'ouvrant au dialogue, qui doit refléter chaque sensibilité des textes d'orientation. Vous le savez, un des marqueurs de notre texte d'orientation qui a été porté vaillamment par Nicolas Meyer-Rossignol, Hélène Geoffroy, Philippe Brun et tant d'autres, c'est l'affirmation du Parti socialiste, l'affirmation de la stratégie face au socialisme de sous-traitance. C'est la remise au cœur du parti d'un principe simple. Les convergences de fond doivent guider les alliances électorales et pas l'inverse. Depuis le début du congrès, et encore ce matin, nous entendons ou nous lisons que nous aurions une obsession avec la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Et ce serait à tort. Tout ça serait derrière nous. Tout ça serait fini. Jean-Luc Mélenchon, plus personne n'en parle. Il n'y aura plus jamais d'alliance avec lui, que disent les soutiens du premier secrétaire. Et donc, nous devrions écarter ce sujet et ne plus jamais en parler. Ce que je vous propose dans le cadre de ce congrès, et avec l'accord de tous les membres du TOC, c'est de vous prendre au mot. Puisque la question de LFI est très claire, nous proposons à la direction sortante, si elle en est d'accord, d'arriver en commission des résolutions en intégrant dans le texte de synthèse deux positions que nous avons adoptées dans le cadre de notre texte d'orientation, à savoir que sans préjudice du Front républicain au deuxième tour, pour lequel le parti a toujours été exemplaire, nous ne ferons aucune alliance avec LFI, ni au municipal, ni aux législatives anticipées ou non, et ni évidemment à la présidentielle. Et la deuxième résolution que nous vous proposons d'adopter, toute décision stratégique devra être soumise au vote des militants. Si vous arrivez en commission des résolutions en proposant cela, vous aurez fait un pas pour le rassemblement, vous aurez fait un pas pour la synthèse, et vous aurez validé les inquiétudes que nous pouvons avoir en lisant les uns et les autres sur la possibilité d'une alliance avec LFI dans le cadre d'une future dissolution. Alors, mes camarades de la direction sortante, nous vous proposons cela, intégrer au texte de synthèse que plus jamais nous ferons alliance avec ceux qui brutalisent, ceux qui propagent la haine antisémite et ceux qui détruisent les valeurs fondamentales de notre République. Vous aurez en cela œuvré au rassemblement. Merci, merci Alexandre. Diana Badiop nous rejoint pour 3 minutes et Thierry Coulombelle et Delphine Adam se préparent. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un énorme plaisir que je prends la parole devant vous, mes chers camarades, ici à Nancy, chez notre maire socialiste Mathieu Klein. Et je tiens à saluer mes collègues députés, Estelle Mercier, Dominique Potier et aussi Stéphane Ablot. Je crois que lorsque
on se retrouve ici après ce 81e congrès. On doit aussi se rendre compte que nous avons eu 2 mois de débat. 2 mois de débat qui ont été tranchés par le vote des militants. Et d'ailleurs, j'adresse un salut particulier à tous ces militants, à tous ces secrétaires de section qui ont rendu possible ce scrutin partout en France. Redire aussi la fierté d'être socialiste, la fierté d'avoir pu devenir député à la faveur d'une dissolution en juillet 2024. Et puis, redire aussi, peut-être rappeler à certains d'entre nous, à certains camarades, que lorsque nous avons affronté cette dissolution et lorsque nous avons décidé de faire le nouveau Front populaire, nous l'avons fait parce que nous savions que c'était la seule solution pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et je crois que l'une des leçons que l'on peut retenir, c'est aussi celle-ci. C'est que seule la gauche rassemblée peut faire barrage à l'extrême droite et à son idéologie mortifère. Je suis l'exemple parfait. J'ai été élue dans une circonscription découpée par Charles Pasqua, qui n'avait jamais été à gauche. Et oui, nous avons renversé la table. Et oui, j'ai pu faire mon entrée au Palais Bourbon grâce à l'union de la gauche. Alors, mes camarades, oui, nous voulons que les socialistes reviennent au pouvoir et reviennent au gouvernement. Mais nous ne pourrons pas le faire seuls. Si vous voulez que, justement, la gauche et les écologistes puissent enfin redonner de l'espoir à ce pays, eh bien, moi je vous le dis, il faut aussi être en capacité de parler à l'électorat, non seulement celui qui nous a quittés pour l'extrême droite et qui aujourd'hui pense que Marine Le Pen ou encore Jordan Bardella ont des solutions, mais il faut aussi reconquérir celles et ceux qui, à gauche, estiment que la France insoumise est une solution. Moi, je crois qu'à gauche, nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons des compétiteurs, nous avons aussi des personnalités avec lesquelles nous pouvons discuter. Moi, je crois qu'il ne faut pas dire non, nous ne parlerons plus ni à celui-ci ni à celui-là, car nous sommes socialistes. Et en tant que socialistes, notre devoir, c'est d'abord d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Alors, camarades, ne faisons pas de faux semblants. Camarades, discutons avec celles et ceux qui, à gauche et chez les écologistes, veulent la même chose que nous, c'est-à-dire des lendemains meilleurs pour toutes celles et ceux qui en ont tellement besoin. Merci à vous. Merci Dienaba. On appelle Thierry Coulombelle pour 2 minutes 40 et se prépare Delphine Adam et Gaston Laval. Mes chers camarades, je suis venu du Pas-de-Calais pour vous parler de l'essentiel. Je suis venu vous parler de la nécessité de reprendre le fil interrompu des grands récits de la gauche, d'articuler pensée globale et action locale, de reprendre le dialogue avec nos concitoyens et avec nos partenaires de la société civile, d'incarner à nouveau la gauche des convictions et la gauche des solutions. Militants du Pas-de-Calais, tel est notre quotidien, telle est la réalité que, comme vous, nous vivons tous les jours dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos entreprises. Oui, nous sommes en quelque sorte orphelins d'une vision du monde depuis la fin annoncée de l'histoire et de la lutte des classes qui pourrait nous permettre d'éclairer le chemin du progrès social. Et pourtant, un concept parmi d'autres est là. Un concept, celui de démarchandisation. Si nous l'investissions de nouveau, il nous permettrait de donner à nos concitoyens un sens à nos luttes, un horizon à nos engagements, un espoir aux désabusés. C'est cela, la démarchandisation. Ce n'est pas une idée neuve, c'est une idée qui est apparue avec les débats des années 90 sur la crise de l'État-providence. La démarchandisation, ce n'est pas non plus une idée compliquée. Il s'agit simplement d'accepter l'idée que le marché ne peut pas, ne doit pas imposer ses logiques à tous les aspects de nos vies. La démarchandisation fait écho à une réalité. Faut-il évoquer ici
les scandales des crèches privées, des EHPAD privés, des boîtes à cash de l'enseignement supérieur privé, des organismes de formation qui ont profité du CPF. Ne pouvons-nous, mes chers camarades, réfléchir plus avant à la façon dont certains services aujourd'hui sont assurés et surtout de la finalité poursuivie par celles et ceux qui les rendent. Transport, santé, assurance, vie professionnelle, enfance, gestion des sols, tous ces secteurs semblent basculer du champ de l'intérêt général vers celui de la rentabilité financière. Nos concitoyens ne sont pas dupes. Ils sentent bien que tout cela produit de l'insécurité et non de l'émancipation, même dans le Pas-de-Calais. Nous avons, mes chers camarades, avec l'objectif de sortir nos vies du marché, un formidable récit à imaginer, un formidable outil pour reprendre langue avec la société civile et peut-être même, mes chers camarades, et je terminerai là-dessus, pour reprendre une formule de Léon Blum il y a 50 ans, à peine il y a 50 ans tout juste, un cap pour mettre en œuvre, je cite, la formule même du socialisme, maintenir et développer les droits de la personne au sein d'une société tout entière, conçue et organisée pour le bien collectif. Plus qu'une opportunité, c'est une nécessité. Nous sommes confrontés, vous le savez, mes chers camarades, à une urgence, celle que nos territoires ne deviennent pas des territoires perdus du socialisme, dans le Pas-de-Calais comme ailleurs. Merci Thierry. Delphine Adam et Gaston Laval se préparent pour le TOA et Aurore Pajot pour le TOB. Mes chers camarades, bonjour. Je crois que c'est l'heure d'être responsable. On a entendu pendant toute cette campagne qu'on ne voulait pas refaire Marseille. Je crois qu'on ne l'a pas refait. D'abord, notre premier secrétaire national a été élu sans contestation. Olivier, je ne suis pas sûre qu'il soit là, mais je le refélicite. Ensuite, contrairement à Marseille, il n'y a aucune majorité qui se dégage. Nous sommes tous minoritaires, tous. Si on ne veut pas refaire Marseille, on fera la différence en faisant l'unité. À mon avis, c'est l'enjeu de ce congrès et il est essentiel. Essentiel de faire corps ensemble, les camarades, face aux crises internationales, face aux montées des nationalistes qui, pour l'instant, se font la courte échelle les uns les autres, mais quand ils seront en place, ils s'affronteront tous parce que c'est leur nature. Essentiel de faire corps pour relever le défi des municipales, notre socle, ce socialisme de terrain qui est notre ADN. Et on sait que les combats seront rudes aux quatre coins de la France. Essentiel de faire corps pour être présent en 2027. Que nous soyons présidentialistes ou parlementaristes, peu importe. Nous savons tous que c'est la mère de toutes les batailles. Il faut faire corps pour les Français qui nous regardent, qui nous attendent. Ils attendent une gauche de gouvernement responsable, cette gauche qui est capable de répondre à la fois aux attentes en matière de pouvoir d'achat et aux contraintes budgétaires européennes. Parce que oui, ce sont les gouvernements de gauche qui ont toujours géré la France sans dépenser avec faste. On ne rase pas gratis chez nous. On est capable de changer la vie des gens, en revanche, celle des ouvriers, celle des employés, celle des familles monoparentales, tous ceux qu'il faut ramener à nous. Et pour les ramener à nous, on doit montrer qu'on en est digne. Être digne, c'est être responsable. Olivier, je crois que la responsabilité, c'est de t'ouvrir. Et si tu tends la main, alors j'appelle tous les camarades, quels qu'ils soient, quel que soit leur texte d'orientation, à accueillir cette main tendue, ce geste, parce que le parti est plus grand que nous, parce que les Français ont besoin de nous. Soyons tous responsables, mes camarades. Merci, merci beaucoup Delphine. Gaston Laval, donc, pour 3 minutes. Puis ensuite, Aurore Pajot et Lionel Benarous. Bonjour, chers camarades. Très heureux de vous retrouver en congrès. Pour ce congrès, 120 ans après celui du Globe, ça nous a été rappelé tout à l'heure. Et je dois vous avouer que ce n'est pas sans émotion que le co-secrétaire de section de Paris 10e, la section du Globe, s'exprime devant vous aujourd'hui. Dans ce congrès de l'unité, 120 ans après, et ce congrès en tout cas du rassemblement nécessaire des socialistes. Le congrès du Globe nous a appris une chose, ça nous a été rappelé tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas révolutionnaires, nous sommes réformistes, mais surtout, nous sommes des réformistes qui aimons la radicalité. Parce que, camarades,
La radicalité, c'est la façon de changer profondément la vie, l'essence même de notre combat en tant que socialiste. Et qui osera me dire ici, quand j'en vois certains qui dans ce congrès ont conspué l'idée qu'il fallait être radical, qui osera me dire ici que les 35 heures, ce n'était pas radical, que le RMI, ce n'était pas radical, que les congés payés, ce n'était pas radical, qu'à Paris, la fermeture des voies sur berge, ce n'est pas radical, que créer un plan local d'urbanisme bioclimatique, une première dans le monde, pour changer notre manière de penser la ville, ce n'est pas radical. Non, nous avons en effet besoin de radicalité, et je confirme et je soutiens évidemment la volonté d'Olivier de mener notre parti, évidemment, vers la reconquête électorale dans l'union de la gauche, mais une union de la gauche qui est là aussi pour continuer de vraiment changer la vie. Et donc, cette nécessité de radicalité, nous l'avons dans les grands enjeux. Évidemment, sur la grande question écologique que nous subissons avec le bouleversement climatique en permanence, sur les grands enjeux de travail et la lutte contre l'ubérisation, le retour du tâcheronnage. Oui, la lutte contre l'ubérisation du travail doit être un des socles, un des fondements du programme que nous devons bâtir et demain du financement de la protection sociale que nous devons préserver, puisque à la fin, nous allons devoir nous battre contre un gouvernement qui veut encore nous imposer 40 milliards minimum de réduction de dépenses publiques. Où est-ce qu'il va trouver ces 40 milliards si ce n'est sur les collectivités qui assurent la cohésion sociale et sur la protection sociale qui fait le ciment de notre société? Tous ces combats que nous avons menés, que nous continuons de mener en tant que socialistes dans nos villes et quand nous sommes au gouvernement. Alors oui, camarades, nous ne paierons pas le nécessaire effort de guerre pour soutenir l'Ukraine en acceptant la baisse de nos protections sociales. Non, nous n'accepterons pas que ce soit la cohésion sociale qui soit le parent pauvre de la politique qui sera aujourd'hui et demain, jusqu'en 2027, celle des libéraux et des conservateurs. Alors notre grand défi, ce sera celui de recréer du commun. Recréer du commun parce que c'est le seul moyen demain de lutter contre l'individualisation de tous les rapports sociaux, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient dans le monde du travail, qu'ils soient dans l'ensemble de nos associations où nous avons des personnes qui sont de plus en plus consommatrices et non plus actrices. Alors camarades, recréer du commun en tant que socialiste aujourd'hui, c'est d'abord aller à la conquête électorale, c'est perfectionner notre union de la gauche et c'est demain reconquérir les victoires pour continuer de changer la société. Merci Gaston. Eh bien, Aurore Pajot, pour 2 minutes 40, se prépare Lionel Benarous et Céline Thiebaud-Martinez. Chers camarades, je vais prendre au mot Gaston qui vient de conclure sur la consommation, puisque je suis venue vous parler de consommation. Notre famille politique socialiste s'est beaucoup penchée sur la question du travail à travers la production. Pourtant, alors que les intérêts de classe s'effacent et que nous, socialistes, avons de plus en plus de mal à être entendus par les classes populaires, nous pensons que nous devons nous atteler à penser davantage la consommation. Non pas comme une pensée opposée, mais comme une pensée complémentaire dans un système économique socialiste. La consommation, qui a énormément évolué ces 150 dernières années, est le fruit d'une accélération de la vitesse de circulation des marchandises, mais aussi, c'est surtout par les images, par la publicité que notre société est devenue consumériste. Alors nos générations, toutes confondues ici dans la salle, sont nées dans une société de consommation et nous ne sommes pas assurés d'en sortir un jour. Pire encore, de nombreux théoriciens l'ont montré. Nous sommes passés au-delà de la société de consommation. Nous sommes devenus des turbo-consommateurs dans une société d'hyper-consommation constante. Alors d'un point de vue écologique, nous n'avons jamais autant consommé, aussi rapidement consommé, en détruisant autant les ressources planétaires. D'un point de vue social, tandis qu'une part de la population mondiale est enchaînée à la production, l'autre se concentre et jouit de la consommation. Alors on se souvient tous de la catastrophe du Rana Plaza, on se souvient des marques impliquées, et alors nous, socialistes, nous avons porté, Dominique Potier l'a porté, le devoir de vigilance. Nous voyons les effets de la fast fashion tous les jours sur la planète, sur l'écologie, sur le social. Alors nous, socialistes, avons soutenu la loi dite anti-fast fashion. Nous soutenons l'interdiction de la publicité des géants de la fast fashion. On voit le gaspillage alimentaire par les grandes anciennes, les grandes surfaces de distribution. Alors nous avons mis en place, il y a 10 ans maintenant, la loi Garot, qui contraint à redistribuer les invendus aux banques alimentaires. Pourtant, on le sait, le modèle des banques alimentaires même est à repenser. Allons plus loin. Nos services publics sont devenus consommation. EHPAD, crèches, nous l'avons dit, répété et nous le répéterons tout au long de ce congrès, démarchandisons. Nos temps libres sont devenus consommation.
Les contenus sont gratuits, mais notre attention est payante, évidemment. Notre smartphone est greffé sur notre main. Chaque interaction nourrit un marché qui exploite nos données et façonne nos comportements. Anthony Galuzzo, qui est un sociologue de la consommation, a théorisé même, parle en fait d'homme-marchandise, de fusion entre l'homme, son smartphone et sa capacité de consommation. Alors, à tous ceux qui affirment que nos choix de consommation sont faits de manière indépendante, que nous consommons ce que nous voulons, que nous consommons même pour devenir plus libres, nous disons que non, c'est faux. C'est un enjeu en réalité de santé publique, un enjeu d'éducation des consommateurs. Faire le travail d'éducation entre le lien de ce que produit un ouvrier, ses conditions de travail et de droit de grève et ce qu'on a entre les mains, que ce soit en France et à l'international, c'est la condition pour que nous nous réapproprions les produits. Aucun produit n'existe en soi, pour soi. Ils existent parce que des ouvriers, des ouvrières, des travailleurs, des travailleuses, des agriculteurs et des agricultrices l'ont produit. Alors nous devons légiférer davantage sur la publicité, mais surtout éduquer sur la provenance de ce que l'on consomme et maîtriser pour réduire notre consommation collective. C'est la condition de la reconquête électorale des classes populaires. C'est notre objectif collectif, social et écologique des prochaines décennies. Merci. Merci Aurore. Lionel Benarous pour 5 minutes, puis Céline Thiebaud-Martinez pour 4 minutes pour le TOA et Maxime Sauvage se prépare 2 minutes 40 pour le TOB. Bien chers camarades, notre congrès doit être un beau moment de confrontation d'idées, d'échanges sur notre ligne politique, notre stratégie d'alliance, conformément à l'histoire de notre parti qui a toujours fait de la démocratie interne un marqueur de son identité. Et nous devons en être fiers quand on voit les dérives auxquelles mène systématiquement la voie d'une gouvernance autoritaire ou clanique qu'ont choisi d'autres formations politiques. Malheureusement, et nous devons avoir la lucidité de le constater pour y remédier, notre congrès aura aussi fait la preuve que notre parti n'est plus tout à fait ce qu'il était. À peine 40 000 adhérents à jour de cotisation, moins de 25 000 votants lorsque nous avons dû trancher notre ligne politique, puis le choix de notre premier secrétaire. Nous avons besoin de renforcer notre parti socialiste et quels que soient les discours ou les artifices derrière lesquels on tente parfois de gommer ou de déguiser cette réalité, je suis certain que c'est un constat que toutes et tous nous partageons. Toutes et tous, j'en suis convaincu, nous savons que si le Parti socialiste veut redevenir le cœur de la gauche et le réceptacle des espoirs d'une majorité de Français, nous devons nous interroger et agir. Qu'on ne nous explique pas qu'il s'agirait là, en dressant ce constat, d'être nostalgique d'une quelconque hégémonie d'hier. Il s'agit seulement de vouloir redonner à notre parti la place qu'il mérite au regard de son histoire et des talents qui sont les siens. Qu'on ne nous explique pas non plus que la question serait de savoir qui est le coupable ou de compter qui nous a fait perdre le plus d'adhérents ces dernières années ou ces dernières décennies. Ce ne serait pas à la hauteur des enjeux et surtout, on n'affronte jamais efficacement les défis de demain en regardant seulement dans le rétroviseur. Nous devons avoir le courage de nous regarder tels que nous sommes, de prendre les décisions qui s'imposent. Cela nécessitera une réflexion approfondie, mais nous avons porté dans ce congrès la conviction que pour nous renforcer, nous devions réinventer notre parti en commençant par son fonctionnement, qu'il nous fallait en 3 mots, changer pour gagner. Changer, ce sera d'abord renforcer encore la démocratie au sein de notre parti. C'est notre histoire, c'est notre ADN, mais en la matière, nous ne devons jamais nous reposer sur nos acquis. Et nous avons des pistes d'amélioration. Nous devons consulter nos adhérents bien plus souvent qu'à chaque congrès ou lors de conventions auxquelles la plupart n'ont pas pu véritablement contribuer ou n'ont parfois même pas entendu parler. Et pour cela, nous devons nous moderniser. Nous ne pouvons pas être le dernier parti ou à refuser ou à ne pas être capable de mettre en place le vote électronique évidemment sécurisé qui permettra à bien davantage d'adhérents de contribuer à nos décisions collectives. Et surtout, cette modernisation, elle est la condition d'une exigence que nous devons porter et à laquelle nous ne devons jamais déroger. Toutes nos grandes orientations, tous nos choix stratégiques majeurs ne peuvent être tranchés que par un vote de tous les adhérents du Parti socialiste. C'est l'évidence, parce que pour beaucoup de camarades, et même si les circonstances, ça a été dit, étaient tout à fait particulières avec le danger de l'extrême droite, le fait que ni l'adhésion à la NUPES ni à celle du Nouveau Front Populaire n'ait été soumis au vote des adhérents reste comme une frustration, pour ne pas dire une blessure, lorsqu'il s'est agi de demander à des camarades de renoncer à leur candidature. Changer, c'est aussi construire un parti qui soit vraiment à l'image de notre société. Construire un parti à l'image de notre société, c'est d'abord aller plus loin dans l'exigence de parité entre les femmes et les hommes. Je n'en prendrai qu'un exemple. Lorsqu'arriveront les prochaines élections législatives, nous devrons exiger que nous présentions bien sûr autant de candidates que de candidats, mais dans les circonscriptions dans lesquelles nous avons une chance de gagner.
Il définit le temps où la parité signifiait que nos candidates étaient désignées dans des circonscriptions où les chances de victoire étaient minces. Construire un parti à l'image de notre société, c'est aussi veiller à ce que nos instances, nos candidats, nos élus représentent la diversité de la population, ce creuset d'origine et de parcours dont nous sommes fiers. Et moi, en venant de la Seine-Saint-Denis, on sait à quel point cette exigence elle est légitime et forte, et c'est la meilleure des réponses que nous pouvons, en affirmant la France à laquelle nous croyons, apporter à la montée de l'extrême droite. Et puis, il faut construire un parti à l'image de notre société, c'est aussi reconnaître que nos instances, nos candidats, nos élus ne sont plus tout à fait à l'image de ce peuple de gauche que nous prétendons incarner. C'est pour cela que nous avons porté dans ce congrès la question de la parité populaire qui exige que nous présentions à chaque élection des candidats ouvriers et employés pour enfin être à la hauteur de ce peuple de gauche que nous voulons incarner. Nous sommes bien conscients que cela va de pair avec la nécessité de mieux former nos militants et nos adhérents, et c'est la raison pour laquelle nous avons porté également le projet d'école de l'engagement qui nous permettra de permettre à tous nos militants, quelle que soit leur origine ou leur bagage culturel, de pouvoir accéder aux plus hautes responsabilités. Nous voulons un parti moderne, nous voulons un parti encore plus démocratique, nous voulons un parti enfin véritablement à l'image du peuple de gauche. C'est cette exigence que nous portons et nous sommes convaincus qu'il ne s'agit pas ici de questions annexes, mais bien de sujets existentiels. Soit le Parti socialiste se transformera dans son fonctionnement, soit il continuera de se recroqueviller. Et de cela, chers camarades, je suis certain que toutes et tous, aucun parmi nous n'en veut véritablement. Merci Lionel. J'appelle Céline Thiebaud-Martinez pour 4 minutes pendant que Maxime Sauvage et Marie-Claire Donin se préparent. Je crois pour demain comme hier à la victoire de la gauche, à condition qu'elle reste elle-même, qu'elle n'oublie pas que sa famille, c'est toute la gauche. Hors du grand rassemblement des forces populaires, il n'y a pas de salut. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de dynamique de victoire. Mes chers camarades, ces mots, ce sont ceux de François Mitterrand dans ses mémoires interrompus. Ils résonnent forcément en nous. L'union de la gauche, c'est le Front populaire, c'est 81. C'est la gauche plurielle de 97. Et à chaque fois, ce sont des victoires, des avancées significatives dans le quotidien des Français. Alors forcément, à 2 ans des présidentielles et à la veille des municipales, savoir avec qui nous allons avancer est un enjeu fort. Nous pourrions être tentés de travailler avec ceux qui se présentent comme le centre du paysage politique actuel. C'est une position qui est souvent attendue de nous, car nous aimons apparaître comme un parti politique responsable. Nous sommes la gauche de gouvernement. C'est une position confortable aussi, être consensuel, ne pas brusquer, ne pas être tranchant ni caricatural. Mais tout cela, c'est de la forme. Et la forme ne doit pas prendre le pas sur le fond. Le monde dans lequel nous vivons a changé. Il change depuis ce jour, sans doute, où les plus riches ont recommencé à posséder bien plus que la très grande majorité d'entre nous. Il change depuis que les Trump, Musk, Milei et autres apprentis sorciers de la politique affichent sans vergogne leur position ultralibérale, masculiniste, viriliste, fasciste. En France aussi, il change, parce que demain, peut-être, Marine Le Pen ou Jordan Bardella sera à l'Élysée. Alors, dans ce monde où les codes changent inexorablement, nos positions doivent être claires et sans ambiguïté. Quelle société voulons-nous? Qui voulons-nous défendre? Et que veulent ceux que nous aspirons à représenter? La situation de nos concitoyens est de plus en plus difficile. Alors que les effectifs des classes baissent et que nous pourrions donner un peu d'oxygène au monde de l'éducation, nous sommes confrontés à des fermetures de classes. Des faits divers terribles à Nantes, à Nogent-sur-Seine sont venus nous dire à quel point la situation de la jeunesse doit nous interroger et qu'il serait temps, enfin, d'avoir une politique de prise en charge de la santé mentale, une politique d'accompagnement de l'enfance et de la parentalité. Et puis, il y a les femmes. Nous nous plaisons à dire que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est surtout le patrimoine de celles qui n'en ont pas. Depuis 2017, partout, les services publics reculent. Avec qui partageons-nous réellement notre attachement au service public? Avec la gauche. Le service public, c'est un maillon essentiel de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il reste le meilleur moyen pour accompagner partout les plus fragiles. Sans lui, ce sont les femmes qui accompagnent les plus fragiles. C'est le meilleur moyen que nous avons imaginé pour libérer le temps des femmes, pour leur permettre une carrière professionnelle, une vie publique, des engagements citoyens, une vie émancipée. Venons-en à la retraite. Voici quelques mois, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a fait le choix de ne pas censurer le gouvernement.
décidant de faire confiance au dialogue social. Ce qui ressort aujourd'hui du conclave n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Où est la justice sociale? La justice sociale pour les femmes qui ont des carrières les plus morcelées, qui ont eu des temps partiels. Où est la justice sociale pour toutes celles et tous ceux qui n'auront pas le temps de profiter de leur retraite? Où est la justice sociale pour toutes celles et tous ceux qui perdent leur vie à la gagner? Tous les jours, 2 salariés meurent au travail. Nous avons perdu 6 mois et le gouvernement en a gagné autant. Dans cette bataille, ce sont les Français, et plus particulièrement les Françaises qui perdent gros. Je le dis avec gravité, si nous décidons de souscrire aux propositions qui sortent du conclave, alors oui, bien sûr, comme d'habitude, nous apparaîtrons comme un parti avec lequel on peut discuter, avec lequel on peut travailler. Mais nous perdrons par là même une grande partie des liens que nous avons tissés avec le mouvement social depuis le début de cette bataille. Or, nous nous sommes engagés auprès de tous les salariés, des travailleurs, des travailleuses, pour défendre avec eux une vraie retraite et pas une retraite pour les morts. Je crois fermement que l'on ne peut s'offrir de compromis avec ceux qui, depuis trop longtemps maintenant, organisent la spoliation, l'accaparement des biens et des richesses de la planète. Je vous remercie. Merci Céline. J'appelle Maxime Sauvage et se prépare Marie-Claire Donin et Aude Lumeau Préceptis. Maxime pour 2 minutes 40. Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer en posant une question qui est sans doute la question qui a été le plus posée dans les précédents congrès du Parti socialiste, à savoir qu'est-ce qu'être socialiste? Et je vais tenter d'y répondre de manière un peu taquine pour sortir des réponses par le passé. Être socialiste, au fond, c'est recevoir des newsletters. Des newsletters de sa section, des newsletters de sa fédération, des newsletters du parti au niveau national, qui sont de très grande qualité. Mais force est de constater que quand on ouvre sa boîte aux lettres et qu'on est militante ou militant socialiste, on ne reçoit plus rien de notre parti politique et je trouve que c'est regrettable. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous avons porté cette idée de relancer un journal socialiste, que dans le texte d'orientation UNIR, on appelle le Nouveau Populaire, c'est de retrouver, au-delà de sa dimension numérique qui est indispensable en 2025, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que les militantes et militants socialistes, qu'ils soient nouveaux ou anciens, 1 à 2 fois dans l'année, voire plus, quand ils ouvriront leur boîte aux lettres, ils pourront trouver ce journal qui permettra de savoir où en sont les socialistes dans le débat d'idées, de donner la parole à toutes les sensibilités, de donner la parole aux militants qu'ils souhaitent et de donner aussi la parole à d'autres forces politiques de gauche pour nourrir la pensée et pour faire en sorte de renforcer le sentiment d'appartenance quand on adhère au Parti socialiste. Et adhérer au Parti socialiste, ce serait s'abonner à ce journal. Et puisque j'ai 2 minutes 40 et qu'il faut que j'aille vite, je vais terminer par une petite anecdote. Je suis allé sur le site de la Fondation Jean Jaurès pour voir ce que le Populaire, journal socialiste d'il y a longtemps, racontait sur le congrès de Nancy de 1929. Et l'édition du 13 juin 1929 revenait sur le congrès et notamment sur le meeting qui avait suivi ce congrès avec 2 intervenants qui étaient Paul Faure et Léon Blum. Et Léon Blum avait commencé son intervention devant les 1500 militantes et militants socialistes en se posant une question. Pourquoi les Nancéens sont-ils aussi réfractaires au socialisme? Et force est de constater que Mathieu Klein et sa formidable équipe ont réussi en 2020 à faire démentir, à démentir les propos de Léon Blum. Et j'espère qu'en 2026, ils arriveront de nouveau à faire démentir Léon Blum. Vive Nancy socialiste, vive le socialisme municipal. Merci beaucoup. Merci Maxime. Marie-Claire Donen vient sur scène pour le TOC pour 5 minutes. Se prépare Aude Lumeau Préceptis et Marc Sulzmann. Bonjour à chacune et à chacun. Chers amis, chers camarades, bienvenue à Nancy, bienvenue en Lorraine. Je suis une locale de l'étape. Donc je voudrais vous dire que la Lorraine, c'est déjà une terre d'histoire qui a connu la vicissitude des invasions et des guerres qui se sont succédées au long des siècles. La Lorraine, terre d'immigration et de brassage, dans les riches heures de son industrialisation et jusque dans les années 90. La Lorraine encore, carrefour géographique de l'Europe, avec ses multiples frontières et la naissance de l'Union européenne avec Robert Schuman. Le Nord-Lorraine, c'est aussi la réalité du travail transfrontalier, toujours plus important,
60 000 travailleurs passent la frontière tous les jours depuis la France. Et des disparités salariales qui sont toujours plus difficiles à encaisser pour les gens les plus pauvres et les plus fragiles. Je me souviens de mon arrivée dans ce Nord Meurthe-et-Moselle qui m'était inconnu. Infirmière à l'hôpital, je n'arrivais pas à prononcer le nom polonais ou même italien des malades. Je ne comprenais rien à la cuisine polonaise et encore moins à la subtilité des pâtes et des sauces italiennes. Mais dans ce service des urgences, j'ai pu percevoir chez mes patients la fierté du mineur de fer descendant au fond du puits, la fierté du cheminot devant sa motrice, la fierté des métallos devant le haut fourneau, la fierté des paysans devant le sillon de labour bien tracé. Toute cette richesse du travail, des cultures mélangées issues de l'immigration, a donné la fierté du combat social et de la solidarité. Ce grand pétrin humain a été détruit par la désindustrialisation et la mondialisation, laissant au bord du chemin une multitude de femmes et d'hommes totalement désemparés. Après l'hôpital est venu pour moi le temps des soins à domicile, où une autre réalité m'a frappée de plein fouet, une paupérisation et un quart-monde dont je ne soupçonnais même pas l'existence à quelques kilomètres de chez moi. En parallèle à ce sentiment d'abandon, les idées nauséabondes du Front National ont progressé. Je m'interroge encore et toujours quant à la montée inexorable du RN sur mon territoire, un RN devenu majoritaire lors des dernières élections. Sur les 2 circonscriptions du Nord 54, les 2 députés LFI ont été battus par des députés RN. Un rassemblement national qui prospère et prend racine dans ces territoires ouvriers et historiquement bastion de gauche. La réalité des votes RN est encore plus importante dans nos villages. Les ruraux craignent davantage la fureur et le bruit d'une certaine gauche plutôt que les thèses populistes du RN. Quand et pourquoi nous, socialistes, avons-nous failli? Quand et pourquoi nous, socialistes, avons-nous failli? N'avons-nous pas une responsabilité dans cette bascule politique? Les préoccupations qui taraudent aujourd'hui nos concitoyens, comment est-ce qu'on les écoute? Comment est-ce qu'on les entend? Quelles sont nos propositions de réponse? Par rapport à ces questions du travail, de l'immigration, du communautarisme, de l'effondrement du système scolaire et du système de santé publique, de la désintégration du tissu associatif et des services publics, le sentiment d'abandon et de relégation, la précarisation, les rêves envolés, la promesse républicaine oubliée. Quand ce sont les associations telles que le Secours populaire, le Secours catholique ou les Restos du Cœur qui prospèrent, c'est vraiment le signe d'une société qui va mal. Lors de tout ce travail pour le Congrès, j'ai fait miennes les propositions de notre TOC. J'ai été très fière d'être mandataire de notre texte en Meurthe-et-Moselle. L'ambiance de travail, les idées, la camaraderie, un travail sur le fond, loin des postures réductrices, bref, tout ce que devrait être le Parti socialiste, avec en plus la volonté de réentendre les questionnements des classes populaires. Il nous faut retrouver une parole claire, audible, qui réenchante et réenthousiasme la politique. Il nous faut retrouver un Parti socialiste qui redonne espoir pour la planète, un Parti socialiste qui redonne espoir à la biodiversité, un Parti socialiste qui redonne espérance aux enseignants et aux soignants, un Parti socialiste qui redonne espérance aux agriculteurs, aux policiers, aux parents isolés, aux artistes, aux caissières, aux femmes de ménage, aux chômeurs. Bref, un Parti socialiste qui réenchante la promesse républicaine. Bon congrès à toutes et à tous. Merci, merci à toi. J'appelle Aude Lumeau Préceptis et se prépare Marc Sulzmann et Yannick Ohanessian. Bonjour à toutes et à tous.
Chacune et chacun sait ici ce que signifie l'union. Et si nous décidons collectivement d'en fixer les contours, le périmètre, c'est que nous savons combien la situation politique, où que l'on regarde, nous enjoint de nous dépasser, d'avancer, d'être force de proposition, de renverser la table. Il existe des questions qui attendent une réponse limpide et tangible de la part de l'ensemble des femmes et des hommes qui composent notre parti. Est-ce que nous sommes des défenseurs de l'union de la gauche? Y a-t-il une nécessité à ce que la gauche soit unie, tout d'abord? Ensuite, saurons-nous construire cette union? L'avons-nous déjà fait? À ces questions, chacune et chacun d'entre nous répondent aisément, avec une grande clarté. Nous sommes d'ardents défenseurs de l'union de la gauche et savons tous qu'elle est une impérieuse nécessité. Nous savons construire cette union, nous l'avons projetée, nous l'avons déjà fait et chaque fois, nous avons eu raison. Quel que soit l'échelon territorial, nous avons œuvré pour unir des listes municipales, pour composer des conseils départementaux et régionaux, pour défendre des candidats aux législatives, bâtir des digues autour de nos députés, faire des campagnes communes pour que sereinement, intelligemment, symboliquement, ce soit toujours les intérêts communs qui prévalent sous les ors de la République, pour faire honneur à l'héritage humaniste, fraternel, progressiste, combatif, juste et engagé que nos prédécesseurs nous ont légué. Nous avons une nécessité dans ce cadre-là, dans tous ces moments qui dessinent notre avenir, l'humilité et la patience. Parce que l'union n'est pas une arme, c'est un outil. L'union n'est pas une menace, c'est un espoir. L'union n'est pas une punition, c'est une récompense. Elle fonde le socle de notre parti et de nos idées, de nos sacrifices et de nos engagements. Elle est à l'image de ce que nous portons partout. Tendre des mains, entendre, relever la tête et décider de faire collectivement quelque chose, ensemble. La radicalité, qu'est-ce que c'est que la radicalité? Est-ce négatif, dangereux, condamnable? La radicalité, c'est selon moi ce qui différencie une option d'un principe. La radicalité, c'est de porter avec courage, défendre avec pugnacité, avancer dans le brouillard poisseux et décider que face à la guerre, nous défendrons radicalement la paix, que face au racisme, nous défendrons avec radicalité l'égalité, que face à l'inhumanité, nous défendrons radicalement la fraternité. La radicalité entend juste que nous soyons fermes avec ceux que l'on combat. C'est pour cette raison que j'adresse un salut particulier et un soutien à l'équipe d'Olivier Faure et de ce combat que nous menons tous ensemble dans notre parti qui a décidé de se rassembler. Je vous remercie. Merci Aude. Et j'appelle Marc Souzman pour 4 minutes et se prépare Yannick Ohanessian et Baptiste Ménard. Mes chers camarades, l'ensemble de nos textes d'orientation ont identifié ce qui sera probablement la plus grande révolution dans l'histoire du travail et du monde salarié, l'IA. Pour autant, nous sommes totalement tous collectivement passés à côté des conséquences de cette dernière. Parce que ne nous mentons pas, cette IA, elle a une apparence et elle a une réalité. L'apparence, c'est que c'est une IA sympa, c'est une IA qui va nous permettre d'être plus productifs, qui va nous permettre de nous décharger des tâches administratives. Mais la réalité, la terrible matérialité du réel concernant l'intelligence artificielle, eh bien, c'est que c'est la confluence de deux systèmes totalitaires, de deux systèmes impériaux. On a d'abord les empires du réel, les États totalitaires qui se sont saisis de l'IA pour manipuler nos élections, pour s'assurer de rendre servile leur population,
Et on a les empires du numérique, ceux du virtuel, les ultra-libéraux qui considèrent l'IA comme finalement la suppression même du principal problème qu'ils avaient, à savoir le travail humain. Et cela a une conséquence, mes chers camarades, une conséquence que nous ne vous refusons de voir, c'est la disparition à très court terme du salariat, ou bien à minima, sa mise au ban des systèmes économiques. Cela veut dire que l'ensemble de notre corpus idéologique est périmé, que l'ensemble de notre corpus idéologique, en réalité, il est désormais daté. Et l'IA, elle révèle la vérité nue du capitalisme. Le capitalisme n'a jamais eu besoin des travailleurs, il a eu besoin de l'exploitation de ces derniers. Et désormais, cette vague, elle doit nous inquiéter. Elle doit nous inquiéter collectivement parce qu'en réalité, en face, nous avons des adversaires qui sont organisés, qui ont décidé de détruire les acquis sociaux, qui ont décidé d'utiliser l'IA non pas pour amener le progrès humain, mais pour bien la servir. Dans quelques mois, on aura des compagnies, on aura des entreprises qui feront 1 milliard de bénéfices sans aucun salarié. C'est une concentration historique des richesses, c'est du jamais vu. Et nous, face à cela, nous ne voyons pas ce péril. Et cette concentration des richesses, c'est du jamais vu, sauf à une période de l'histoire. Et une période de l'histoire qu'il faut qu'on interroge, c'est au Moyen-Âge. La réalité, c'est qu'au Moyen-Âge, les serfs payaient pour utiliser des biens de consommation première, pour utiliser même l'outil de production. Eh bien, on retrouve cela. Désormais, ce n'est plus l'employeur qui va payer son salarié, c'est le salarié qui va payer pour avoir l'espoir même de pouvoir travailler. Et les forces de progrès que nous représentons doivent s'armer. On doit s'armer idéologiquement et on doit avoir un nouveau corpus. Car si on ne le fait pas, on sera balayé. Et on sera balayé par qui? Nous serons balayés par l'extrême droite. Parce que l'extrême droite s'est saisie de ces questions. Et c'est leur rêve absolu de supprimer le salariat. Et face à cela, mes chers camarades, je crois qu'il faut pour une fois, collectivement, être à la hauteur de l'histoire. Car les travailleurs, ceux pour qui nous nous battons, ceux qui font la beauté du socialisme, eh bien, ils ne nous pardonneront jamais d'être passés à côté de cette révolution. Merci beaucoup, Marc. Yannick Ohanessian pour 4 minutes, suivi de Baptiste Ménard et de Maxime Desgaillet qui se prépare. Chers camarades, il y a des congrès du Parti socialiste qui nécessitent, je le crois, davantage de hauteur de vue, d'exigence, de meilleure compréhension des enjeux à venir. Et vous le savez, les enjeux, ils sont nombreux. Nous l'avons rappelé d'ailleurs dans nos fédérations, dans nos sections, lors de nos débats internes. Toutes et tous avons la conviction que nous faisons face à des crises multiples. Toutes et tous constatons dans nos territoires, dans nos communes, dans nos départements, dans nos régions, la percée de l'extrême droite, de ces idées nauséabondes. Nous observons chaque jour dans nos territoires la souffrance de millions de Françaises et de Français subissant à la fois les politiques libérales néfastes, mais également la stigmatisation, tantôt des chômeurs, tantôt des plus précaires, sinon, si ce n'est des jeunes ou encore de nos retraités. C'est pour ces raisons que ce congrès revêt un caractère tout particulier pour nous socialistes. Il nous oblige. Oui, il nous oblige surtout vis-à-vis des Français. Mes chers camarades, j'ai tenu dans ce congrès, j'ai soutenu, et je l'ai fait avec beaucoup de conviction, le texte d'Olivier Faure, le cœur de la gauche. Ce texte d'orientation n'est pas un énième texte de congrès, c'est plus que cela. C'est un engagement, une ligne claire qui fixe un cap avec une priorité, celle de l'union. Nous avons dans les mois à venir 2 échéances majeures, les municipales et les présidentielles. Dans les 2 cas, il nous faudra rassembler des femmes et des hommes qui peuvent certes avoir des nuances, mais qui sont d'accord sur l'essentiel. À la municipale, ici dans cette salle, je vois de nombreux maires présents qui travaillent déjà
au sein d'exécutifs rassemblant les forces de gauche et les écologistes. Mais en 2026, chers camarades, cela sera d'autant plus déterminant que le Rassemblement national a déjà pointé les communes qu'il souhaite désormais dans son giron. Pour la présidentielle, qu'on se le dise, c'est le seul chemin, le rassemblement et l'union de la gauche, le seul chemin si l'on souhaite accéder au second tour, la seule option crédible si l'on veut caresser l'espoir de gagner l'élection, et nous devons tout faire pour cela. Je veux dire à ceux qui imaginent enjamber 2027 pour préparer 2032, c'est de la folie. Oui, c'est de la folie et c'est irresponsable vis-à-vis de toutes celles et ceux qui sont au bord du précipice et qui espèrent encore d'une alternative à Retailleau, à Darmanin ou à Bardella. Alors oui, il faut aller chercher une alliance la plus large possible de Ruffin à Glucksmann. Mais surtout, avançons. Avançons sur cette plateforme commune. Cette plateforme qui nous permettra de mettre sur la table nos exigences programmatiques, de mettre en débat nos propositions, de faire des compromis, de convaincre sur nos idées. Cela ne sera pas de tout repos, mais nous avons peur de quoi finalement? Peur de qui finalement? C'est précisément d'ailleurs ce que nous avons fait à Marseille en 2020 avec le printemps marseillais. Alors je sais bien que tout n'est pas replicable partout, mais enfin, nous y sommes arrivés justement parce que nous avions mis l'incarnation à plus tard et que nous avons travaillé collectivement à l'élaboration d'un programme de rupture avec la majorité sortante. Soyons unionistes pour 2 et pour 3, les socialistes en sortiront grandis. Merci camarades. Merci beaucoup Yannick. Donc j'appelle Baptiste Ménard et se prépare ensuite ce qui seront les 2 dernières interventions de l'après-midi, Maxime Desgaillés et Nastasia Naguzewski. Bonsoir à tous, chers camarades. 9 mois. Oui, dans 9 mois se tiendront les élections municipales. Et je suis convaincu que l'engagement qui est le nôtre dans les villages et villes de notre pays sera reconnu et qu'il s'agit là d'une condition, pour ne pas dire d'une pression, pour notre rebond collectif. Vous le savez, toutes les victoires nationales ont toujours été précédées par des victoires locales. Ce fut le cas en 1981 avec François Mitterrand et plus récemment en 2012 avec François Hollande. Léon Blum disait que le socialisme trouve dans la commune un terrain d'expérimentation des réformes et des solidarités. Eh bien oui, c'est bien fort de cette conviction que le socialisme municipal a permis à nos idées de naître, d'être mises en œuvre, d'être développées et d'être expérimentées, et ce, y compris lorsque des gouvernements nationaux y étaient pourtant opposés. Nous l'avons vu encore récemment avec nos camarades, qu'il s'agisse de Michael Delafosse à Montpellier avec la mise en place des transports gratuits ou plus récemment et plus proche de nous avec Arnaud Deslandes à Lille sur des politiques ambitieuses en matière de solidarité. Pour nous refonder, puis nous rassembler, nous devons puiser dans notre histoire commune et faire de notre parti un lieu de partage et de mise en commun de ces expérimentations territoriales. Pour gouverner demain à l'échelle nationale, nous devons nous nourrir de ces innovations locales, rester fidèles à nos valeurs, faire preuve d'audace et de courage, ce dont ne manquent pas nos élus locaux. Mes chers camarades, évoquer l'enjeu des élections municipales, c'est aussi sonner l'alarme. Dans plus de 200 communes de plus de 20 000 habitants, notre parti sera absent. C'est aussi constater qu'à ce stade de l'histoire, nous ne disposons pas d'une plateforme programmatique claire, ni d'un kit de campagne pour accompagner les candidates et candidats qui porteront fièrement nos couleurs dans nos communes, afin qu'ils puissent aborder cette échéance avec confiance et sérénité. Mais ces élections municipales, elles doivent aussi être abordées dans la clarté. Il ne peut pas y avoir d'alliance avec la France insoumise, ni au plan national, ni au plan municipal. Et comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs, lorsque la France insoumise fait de nos mairies des cibles prioritaires, comme à Vaux-en-Velin, chère Hélène, à Lille, à Nantes, ou bien encore à Mont-Saint-Barreul, ville où j'ai la chance d'être élu. Mes camarades, comme le disait si bien Jean Jaurès, le socialisme municipal, c'est le socialisme à l'échelle de la vie quotidienne. Eh bien, c'est fort de cette conviction que nous pouvons déjà changer la vie de nos camarades localement et de nos concitoyens, excusez-moi, et comme nous sommes déterminés à remporter cette bataille politique. Les élections municipales sont et seront capitales, tant pour ce que nous représentons sur l'échelle de tous les territoires, mais également pour notre capacité à imposer un rapport de force favorable en vue de la bataille si capitale de l'élection présidentielle de 2027. Je vous remercie.
Merci Baptiste. Et j'appelle Maxime Desgaillés et se prépare Nastasia Naguzewski. Chers amis, je suis ravi évidemment d'intervenir devant vous. Je vois des visages de camarades, certains, et je vais peut-être commencer par eux, étaient déjà au congrès d'Aubervilliers. Et moi, je me rappelle du congrès d'Aubervilliers, qui était un congrès difficile. Pas tellement difficile parce que nous avions des désaccords majeurs entre nous, il y en avait. Mais difficile parce que le Parti socialiste était à terre. Et quand je vois quelques années plus tard le chemin que nous avons accompli, je sais aussi le chemin qui nous reste évidemment à accomplir. Eh bien, je veux vous dire que je suis fier des camarades qui étaient là à Aubervilliers et fier d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je crois que je suis une des dernières interventions de cette séquence et j'ai noté que les uns et les autres, et je crois que c'était d'ailleurs un des thèmes, appelaient à l'unité des socialistes, à l'unité entre nous. J'ai même entendu certains qui appelaient à une forme de synthèse. Pourquoi pas, si les convergences sont suffisantes entre nous, parce que nous avons des désaccords et quelquefois c'est notre richesse. Moi, je vais vous dire ce que j'attends de ce congrès. Ce n'est pas forcément une synthèse, on verra bien. C'est l'unité de la parole socialiste. Oui, l'unité de la parole socialiste. Parce que nous avons des débats entre nous. Mais ces débats, ils ne doivent pas aboutir à ce qu'on a trop souvent vécu ces dernières années. Que des décisions soient prises et qu'elles soient tout de suite contestées. Que des cadres ou des dirigeants du Parti socialiste prennent la parole et soient dénigrés. Que par le jeu des plateaux télévisés et des tweets, nous donnions l'image d'une famille qui ne se respecte pas. Oui, mes camarades, le sujet de l'unité, c'est d'abord le sujet du respect. Et si Nancy nous permet de nous respecter enfin, je crois que nous aurons fait un grand pas sur ce sujet-là. Alors, sur l'unité, au-delà des socialistes, on le sait les uns les autres, c'est un sujet qui ne se décrète pas. L'unité, ça se cultive. Mais c'est une condition qui n'est pas seulement une condition nécessaire pour notre avenir électoral. Bien sûr, nous avons besoin d'unité pour pouvoir nous opposer à l'extrême droite. Mais nous avons aussi besoin d'unité parce que c'est une condition consubstantielle de ce qu'est le Parti socialiste. Le rassemblement des socialistes, il passe par le rassemblement de la société. Parce que nous sommes un parti qui n'avons pas vocation à porter des revendications qui soient seulement catégorielles. Notre objectif, c'est de pouvoir porter un projet qui vienne transcender les aspirations de nos concitoyens et qui leur permette de pouvoir se battre ensemble pour un avenir qui soit possible et commun. Et donc, il faut se réunir pour gagner, mais il faut aussi se réunir pour être socialiste, pour se rassembler. Et certains l'ont évoqué tout à l'heure, et je terminerai de ce mot-là. Si nous voulons nous rassembler avec les autres, il ne faut pas avoir peur des autres, mais il faut aussi assumer une orientation qui soit claire et une orientation qui ne soit pas disputée à l'extérieur du Parti socialiste. Moi, j'ai entendu dans les premières interventions beaucoup de convergences entre nous, notamment face à l'extension du domaine du marché. Je souhaite que nous puissions avancer et cheminer ensemble dans les semaines qui viennent. C'est en tout cas comme ça que nous ferons un congrès réussi. Merci beaucoup Maxime. Nastasia Naguzewski pour la dernière intervention de l'après-midi. Merci. Chers camarades, chers amis, c'est un plaisir d'être ici à Nancy, dans cette belle ville socialiste, gagnée grâce à l'union de la gauche et des écologistes. Il me semble que Mathieu Klein est le premier maire de gauche depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que fait l'union de la gauche, elle fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer l'union des socialistes, c'est vrai, une union qui représente l'espoir et la détermination de créer un avenir meilleur pour tous. Mais cet avenir, nous ne le ferons pas arriver tout seuls. Nous ne le pouvons pas, malgré ce que j'ai entendu dans certaines interventions et tout au long du congrès. Désolée, chers camarades,
Mais les prophéties autoréalisatrices ne nous feront pas gagner les élections et ne changeront pas la vie des gens, puisque c'est le sens de notre engagement à tous ici. Moi, je ne fais pas d'idéologie, mais du terrain. Depuis 10 ans en Essonne, après avoir presque tout perdu, ville, département, région, députés, sénateurs, nous sommes revenus au premier plan des négociations avec nos partenaires en concluant des accords départementaux inédits, en 2015 comme en 2021, avec toute la gauche, toute. En 2020, les socialistes ont fait basculer 4 villes importantes, avec Rafik Harezgi, Damien Alou, Jean-Jacques Rousseau et Clovis Cassan, que je salue. Je sais que pour lui, la seule victoire plus importante de celle du PSG en Ligue des Champions la semaine dernière, c'est celle des Ulysses cette année-là. Bref, en 2021, mathématiquement, plusieurs cantons ont suivi, mais pas assez pour faire gagner le département. C'est pas grave, on n'a rien lâché. On a regagné un député, Jérôme Gage. On a fait élire un sénateur, David Ross, mon ami et prédécesseur, à la tête de la Fédé de l'Essonne, que je salue. Je ne vous le cache pas, toutes ces victoires ont été obtenues grâce à des accords avec des partenaires. Vous le savez, les discussions qui ont été conduites à ces victoires ont été âpres. L'union est un combat, mais à la fin, nous offrons une alternative aux habitants d'un territoire contrasté et fracturé à l'image de notre pays. Une petite France, comme disait Michel Berson. En Essonne, les socialistes ont toujours fait de la politique avec les tripes. Et dans cette droite ligne, vous pouvez me faire confiance, je ne lâcherai rien pour construire, comme nous le faisons, tout et haut confondu. Depuis des mois, aux élections municipales, des listes, parce que nous le savons, ces victoires entraînent les suivants dans leur sillage. Alors oui, je l'assume, en Essonne, il n'y aura pas que des têtes de liste socialistes partout. Mais partout, il y aura le dispositif le plus efficace pour faire reculer la droite et l'extrême droite. Et c'est tout ce qui compte pour les gens. La pureté socialiste ne veut rien dire face à la nécessité de défendre la dignité des plus faibles, la seule identité socialiste que je connaisse. Vive le Parti socialiste et vive l'union de la gauche. Merci. Merci, Nastasia. Eh bien, écoutez, merci d'avoir tous respecté vos temps de parole, peu ou prou. Et donc, on en termine à 18h30 à peu près. Et rendez-vous dans quelques minutes à l'hôtel de ville de Nancy pour aller boire un coup ensemble avec le maire de Nancy, Mathieu Klein. Et rendez-vous demain dans cette salle à 9h30. Ciao!